Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux comme moi ce matin qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont dans des hôpitaux. Pour toutes celles de ceux qui sont dans des hôpitaux, où que vous soyez, en Afrique, dans le monde, au Cameroun. J'ai une pensée forte pour vous. Si vous vous êtes levé le matin avec le corps qui vous fait mal, les yeux qui font mal, les pieds qui font mal, le ventre qui fait mal, vous avez mal quelque part, vous êtes malade en tout cas, sachez que vous êtes encore en vie. Ceux qui n'ont pas cette douleur sont ceux-là qui viennent de nous quitter par accident, par empoisonnement, maladie, disparition même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on a retrouvé le corps quelque part. Sont ceux-là qui ont transféré leur douleur dans nos cœurs. Je veux avoir une pensée ici, ce matin, pour le jeune Matisse, qui nous a été enlevé méchamment par les esprits sataniques de notre pays. Je voudrais vous dire que Matisse, bébé Matisse, comme vous l'appelez, petit Matisse, notre fils Matisse, l'ange Matisse, n'est pas le seul. Il y a beaucoup, plusieurs qui quittent ce monde de façon violente, méchante, comme a été le cas de cet enfant. Alors, je voudrais vous parler ce matin parce que j'ai une pensée profonde pour ces parents. Et j'ai une pensée profonde pour tous les parents dont les enfants ont été enlevés comme Matisse. Vous savez, ils sont tellement nombreux. Il y a des mamans que vous n'entendrez même jamais. Donc, certains ministres ont enlevé leurs enfants au village, disant que bon, je prends l'enfant pour venir se débrouiller en ville. L'enfant est porté disparu jusqu'aujourd'hui. Ces ministres-là, vous les connaissez dans vos familles. Il a pris l'enfant au village. Ou la femme du ministre, elle est allée chercher un enfant au village pour qu'elle aille servir l'objet sexuel ou des objets sataniques à son mari. L'enfant est porté disparu jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Vous en avez. Vous avez au Cameroun des parents qui ont décidé de détruire leurs propres enfants. Le sexe, l'inceste, le satanisme, les sacrifices humains en famille. Vous connaissez ça. Mes chers compatriotes, le Cameroun, alors à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, je voudrais ici présenter mes condoléances, ou autrement dit nos condoléances à la famille de Matisse, du petit Matisse. Je vais présenter mes condoléances renouvelées aux parents des jumelles Epagna. Je veux présenter mes condoléances à tous les parents qui ont perdu leurs enfants dans des conditions pareilles. À l'exception des enfants, des parents qui ont tué eux-mêmes leurs propres enfants. Je veux avoir une pensée profonde pour les enfants qui ont été tués par leurs parents. Nous les connaissons, ils sont nombreux. Nous connaissons que Mbarga, Mboa, a détruit la vie de sa femme. Celle-là qui donnait les enfants, qui donnait la vie. Nous connaissons que Mbarga Odjoui, Magloire, le ministre du Commerce, a fait pareil. Je veux avoir une pensée pour tous ces enfants et pour d'autres qui ont violemment été enlevés à la vie par l'esprit maléfique de leurs parents. Mes chers compatriotes, ce matin, très rapidement, je voudrais vous parler de notre pays, le Cameroun. Un pays béni de tous les dieux. Tous les dieux de la terre, du ciel et de cette société ont béni le Cameroun, lui ont doté de toutes les richesses que vous pouvez imaginer, qui commencent par vous autres, les enfants intelligents. Je veux parler de ce Cameroun-là. Et les Camerounaises et les Camerounais qui sont dirigés par des satanistes. Le Cameroun est un pays de Dieu. Donc certains Camerounais ont choisi de le diriger avec des esprits démoniaques. Nous allons en parler ce matin et chacun en tirera ce qu'il peut en tirer là-dedans et capitalise. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous les faire. Nous n'allons donc pas laisser notre pays
être dirigé par des démons, par des esprits maléfiques. Parce que Satan n'a jamais gagné Dieu et ne gagnera jamais Dieu. Les fils de Dieu, les créatures de Dieu que nous sommes et que vous êtes, ne se laisseront jamais dominer par des esprits sans foi ni loi, qui ne savent pas pourquoi ils existent. Donc nous allons échanger ce matin. Mais avant d'échanger ce matin, je voudrais partager avec vous une petite vidéo. Et cette petite vidéo-là va vous démontrer ce pourquoi nous sommes devenus comme ça, comme certains d'entre vous sont aujourd'hui, parce que nous ne croyons pas en nous et ceux-là ne croient pas en eux. Et ils sont obligés d'être dictés par des forces venues de l'extérieur qui les font croire que pour être ce que tu peux être, il faut automatiquement être soumis aux esprits maléfiques. Pour cela, on te dégarnit. On est loin de toi le toi. On est loin de toi ce que tu es. On est loin de toi le toi. C'est-à-dire que tu refuses de penser pour toi-même. Tu penses pour faire plaisir à l'autre qui veut que tu sois là pour lui rendre service. Pour cela, il te chosifie. Tu deviens sodomifiant. Tu deviens un buveur de sang. Vous voyez un peu? Et c'est eux-là, ceux-là qui te disent, ces satanistes-là qui te disent qui tu dois nommer à tes côtés. Ce que tu devrais faire pour évoluer. Finalement, tu n'évolues pas. Alors tu passes ton temps à servir ces gens-là. Et quand tu ne sers plus à rien, on te tue, on te jette en prison, ou tu disparais comme ça dans un pays étranger. C'est ce que sont devenus nos présidents aujourd'hui. La France les nomme à des postes parce que les élections que vous voyez là ne sont que des couvertures. La France les nomme à des postes. Voyez-vous, on les nomme à des postes de président quand ils ont fini. Ou alors, ils ont commencé à ouvrir, ils veulent ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? On les élimine. On monte quelqu'un dans leur entourage pour les éliminer. On commence à t'accuser, te persécuter avec la première arme qu'ils ont, l'arme des médias. Comme ils ont fait au Biangema. Une association porte plainte. Comme ils ont fait à Paul Biya. Ce que vous ne savez pas, c'est que Paul Biya a une plainte. Je suis tombé sur une plainte qui était portée contre Paul Biya, inscrite par l'un de ses collaborateurs qui vit à côté de lui, que Paul Biya a nommé, a tout donné. Il a financé des personnes pour porter plainte contre lui. Vous me connaissez. Je suis tombé sur cette plainte-là, du moins ce projet de plainte, chez un avocat. Et les documents que ces gens-là ont signés, étant au Cameroun, pour induire Paul Biya en erreur, en attendant, pensant qu'entre-temps, Paul Biya va mourir. Ou alors, ils vont le faire encerclé par des procédures judiciaires à l'international. Je suis tombé sur ce document, mais ça c'est pour un autre sujet. Alors ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ils font de toi président. Quand tu commences à ouvrir les yeux, à un certain moment, ils te récupèrent. On t'injecte une maladie. Parce qu'ils savent automatiquement que tu iras te soigner chez eux. Et ils te refuseront l'évacuation. Ou bien l'hospitalisation chez eux. Le visa pour rentrer chez eux, tu finis par aller mourir au Maroc, dans un pays étranger, en Espagne, comme a été le cas de Bongo, comme a été le cas de Mobutu, comme a été le cas de Blaise Compaoré, en ce moment, en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là ont un lien. Je ne vous parle pas de notre parent, Idriss Déby, qui a été tué par quelqu'un dans son environnement, pour qu'on dise à son fils, voilà, voici le pouvoir. Il ne faut pas s'y méprendre. Toutes les personnes qui ont fonctionné comme ça, qui sont passées par ce schéma-là, finiront exactement comme les personnes qui sont eux-mêmes assassinées. Dès que tu prends le pouvoir, parce que tu as tué celui qui est à côté de toi, sous l'ordre de la France, automatiquement tu finiras pareil. Je voudrais donc ici vous présenter une petite vidéo. Je vous ai parlé de ça il y a cela 4-5 jours. Bon, ça s'est manifesté il y a quelques jours. Ce n'est pas que je suis prophète, mais c'est la lecture que Dieu nous permet de nous éclairer pour vous éclairer vous aussi. Je me suis consumé comme une bougie pour vous éclairer. Donc, ça s'est manifesté, ce n'est pas parce que je suis prophète, mais c'est parce que j'ai développé un canal, autrement dit des canaux de renseignement et d'information et de connexion et de confiance vis-à-vis des personnes, que certaines choses me sont dites avant bien qu'elles n'arrivent. Je prends mon courage de venir partager avec vous. À 99%, tout ce que je vous ai toujours dit est toujours arrivé. Regardez cette petite vidéo. Écoutez et regardez.
C'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est scandaleux, c'est voire abusif. Aujourd'hui, on apprend tous par les médias que Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba, Nourdine Valentin se retrouvent aujourd'hui en Angola. Si on considère que Ali Bongo était libre de ce mouvement, ce n'était pas le cas pour Sylvia et Nourdine, qui étaient jusqu'alors à la prison centrale de Libreville. Je pense que le ministre de la Justice et la République, au nom de cette 5e République, doivent nous donner des explications. Parce que on pensait qu'une justice allait être rendue. Parce que les motifs d'arrestation de Sylvia et de Nourdine sont considérés comme graves pour notre République. Et apprendre qu'ils sont libres de tout mouvement et qu'ils se retrouvent aujourd'hui en Angola, je pense que ça peut être considéré comme une faute grave. Il nous faut des explications. On doit savoir ce qui s'est passé. Parce que quand le président angolais, aussi président en exercice de l'Union africaine, vient au Gabon, on s'est dit qu'il y a eu des manœuvres qui se sont passées. Est-ce que l'intégration ou la réintégration du Gabon au sein de cette union a été faite au prix aussi de la libération de Sylvia et de Nourdine? Bonjour peuple gabonais. Je me suis réveillé, mais quand je regarde les réseaux sociaux, les informations des réseaux sociaux, je suis vraiment beaucoup triste. Peuple gabonais, je vous donne l'information. Ça c'est l'information. Nourdine Bongo, Sylvia Bongo et Ali Bongo, on les a fait sortir de la prison en catimini. Peuple gabonais, en catimini, ils sont sortis de prison, ils ont pris l'avion en catimini. Peuple gabonais, c'est l'information. C'est moi la machinerie Ingina Bikei. J'ai toujours la doc. Même vous les services spéciaux. Vous savez que moi j'ai la doc. Peuple gabonais, ils sont sortis de prison en catimini. Ali Bongo a pris l'avion. Imaginez là où il se trouve. À Luanda, la capitale de l'Angola. Peuple gabonais. Ali Bongo, quand vous voulez que Ali Bongo qui doit nous ressusciter les parents, les frères, les sœurs, qu'il a assassiné, qu'il a tué. Ali Bongo, il est sorti de prison en catimini. Il est chez le président de l'Angola. Il est chez le président de l'Angola, le pays qui a fait 25 ans de guerre. Aucun pays en Afrique n'a fait 25 ans de guerre comme l'Angola. Ça, c'est un danger, peuple gabonais. On doit maintenant rester sur nos gardes. Là où Ali Bongo est parti en exil avec ses enfants et sa femme Sylvia Bongo en Angola. J'ai vu dans les réseaux sociaux comment il descendait de l'avion, peuple gabonais. Comment il descendait de l'avion. J'ai vu des réseaux sociaux. Sur TikTok, j'ai vu bel et bien son fils Nourdine et ses enfants avec sa femme en Angola, peuple gabonais. Vous voyez. Donc, nous devons rester sur nos gardes, peuple gabonais. C'est l'information de ce matin. Ce matin, moi, Mito Célestin, la machine russe, Ingina Bikei, journaliste des réseaux sociaux. La nouvelle est tombée et elle est désormais officielle. La famille Bongo a quitté le Gabon. C'est la page Facebook de la présidence angolaise qui a confirmé l'information. Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et leur fils Nourdine ont été discrètement exfiltrés vers l'Angola. Ce départ survenu dans la nuit du 15 au 16 mai 2025 met fin à des semaines de rumeurs et de spéculations. La décision a été prise sous l'impulsion du président angolais, Joao Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine. Les Bongos sont arrivés à Luanda à bord d'un avion aux couleurs de l'Angola. Une photo, publiée sur la page officielle de la présidence angolaise, montre Ali Bongo à son arrivée, saluant le commandant de bord. Mais ce départ soulève des questions. D'abord, sur le silence des autorités gabonaises. Pourquoi cette opération s'est-elle déroulée dans le plus grand secret? Pourquoi aucune communication officielle pour expliquer ce départ de l'ancienne famille présidentielle? Depuis des semaines, les signaux se multipliaient. Sylvia Bongo libérée pour raison médicale le 6 mai. Son fils Nourdine quelques jours plus tard pour rejoindre Ali Bongo à la Sablière. Pourtant, aucun communiqué clair pour informer la population. Et puis, il y a cette question de justice.
Comment comprendre ce traitement privilégié envers une famille accusée d'avoir abusé du pouvoir alors que d'autres restent détenus dans des conditions plus sévères? Pour beaucoup, cette mansuétude ressemble à un passe-droit accordé aux puissants dans un pays où le peuple attend avant tout l'égalité devant la loi. Ce silence gouvernemental et cette gestion opaque ne sont pas à la hauteur des attentes des Gabonais. La justice sous le régime désormais d'Oligui Nguema doit être indépendante, transparente et impartiale. Car si le pouvoir de la transition veut incarner le renouveau, il ne peut s'aligner sur les méthodes opaques de l'ancien régime. Ô Seigneur, Ali Bongo, Sylvia Bongo et Nourdine Bongo ainsi que leurs mouflets ne sont plus au pays. Pendant que le peuple gabonais dormait profondément, ils sont sortis en catimini, nuitamment vers l'Angola, et ce n'est qu'au petit matin, à son réveil, que le peuple gabonais s'est aperçu de leur absence dans la fameuse villa hautement surveillée. Merci à la présidence angolaise de nous avoir informés de ce que ceux-là ne sont plus ici. Oh mon Dieu, donc c'est comme ça qu'ils vont nous gérer pendant 7 ans, sans rien nous dire. Ont-ils récupéré les milliards volés? Parce que quand ils partaient en prison, on nous avait tout dit sur ce qu'ils avaient fait de mal contre la nation. Et aujourd'hui, ils partent comme ça, sans rien dire. Nous sommes là. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Bien, là, c'est une information, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est la continuité de ce que je vais vous expliquer ici. On nous informe que Ali Bongo a été nuitamment libéré et est allé en Angola. Il est sorti comme un bandit de son propre pays, nous dit-on. Et je vous avais expliqué ici que ce monsieur-là, bon, il n'était pas gabonais, you know, mais il s'est retrouvé là-bas pendant des années. C'est le fort même de l'étranger. C'est le fort même de ce que vous connaissez là, des colons. C'est-à-dire, on vient vous mélanger pour créer des divisions. Voilà un cas, un citoyen, un cas flagrant dont on ne connaît pas ses origines réelles. Est-il gabonais? Est-il un enfant adopté? Est-il du Nigeria? Est-il? Toujours est-il qu'à la fin, il est devenu président de ce pays-là par la volonté de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas une volonté propre à Nicolas Sarkozy. C'est une doctrine de la France. C'est-à-dire, dans leur tête, père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, pour les intérêts, pour leurs propres intérêts. Voyez-vous? Voilà donc quelqu'un qui a servi le Gabon. Ministre de la Défense. Président de la République, pour ne citer que ces 2 postes. Fini aujourd'hui en exil. Il fuit son pays. La même chose avec Blaise Compaoré. Fuit son pays pour se retrouver de l'autre côté, en Côte d'Ivoire. Et en fuyant, on le sort de prison. On sort sa femme, on sort son fils qui était enfermé. Il était enfermé pourquoi? Crime. Palais présidentiel, au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon en tenue sombre ce jour a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je peux savoir comment? Puis-je savoir responsable d'un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que, même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once, pardon, de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Depuis son incarcération à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Lyonga a bien perdu de sa superbe. Dans ses mains, un exemplaire de l'Ancien Testament. À ses côtés, Maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. Et c'est là où je parlais de l'essor vers la félicité. On peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc,
est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Et vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Donc, nous espérons et nous allons engager le plus tôt possible les procédures pour le réhabiliter simplement. Si les voies du Seigneur sont insondables aujourd'hui, ironie du sort, elles ont permis cette confrontation entre l'ex-première dame et l'ex-directeur de cabinet qu'elle a bien du mal à reconnaître. Séance tenante. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt, Sylvia Bongo Ondimba passera donc sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Si près, mais si loin des lustres du palais présidentiel. Détournement, parce que ces gens ont détruit beaucoup de vies, plusieurs vies. Je n'ai pas envie ici de vous parler de la gestion du pouvoir par le nouveau président. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'action qui a été menée, qui ne vient pas de lui. Parce que j'ai lu ça et là, c'est le président angolais qui est allé là-bas le rencontrer, c'est lui qui a dit non, le président angolais n'a pas ce pouvoir. En libérant Bongo, lui demandant de sortir, c'est parce qu'on recherchait la libération de l'une des femmes milliardaires de l'Afrique, qui a passé son temps à piller et à voler, Sylvia Bongo. Elle a beaucoup d'argent et elle en a payé pour sa libération. Elle est française, elle est aussi d'un pays africain. Il fallait qu'elle aille là-bas parce qu'elle a des comptes dans ce pays-là, elle a des comptes en France. Il fallait qu'elle aille servir là-bas. Et je vous le donne pour agent comptant. Dans un temps relativement court, vous allez apprendre qu'Ali Bongo est mort. Il a été enterré quelque part. Vous allez voir que de l'autre côté, les présidents, certains quitteront aussi pour aller faire le deuil. Voilà à quoi on a réduit les Africains. Tu as fini de servir, tu sors de chez toi comme une chose. Va là-bas, on fera de toi tout ce que tu veux. Au Gabon aussi, il était Gabonais. Au moins là, les Gabonais avaient un œil sur lui. De l'autre côté, déjà qu'il était maltraité quand il était président par sa femme, là-bas, elle ne ferait qu'une bouchée avec ses parents. Ils vont l'assassiner là-bas, ou on va envoyer le corps au Nigeria, dans son pays d'origine. Et il va retrouver mort son pays d'adoption où il a été président, ou alors il sera également enterré dans le cimetière des présidents au Maroc. J'ai voulu vous montrer cette petite vidéo pour vous démontrer la mesquinerie des colons et la mesquinerie continue des néo-colons. Ces nouveaux colons-là, qui, leur prestige, c'est d'être président. Le seul prestige, c'est d'être président. Alors que beaucoup ont été des ministres aux côtés du président actuel, comme dans mon pays, le Cameroun, dans notre pays, le Cameroun, n'ont rien fait de leur poste, mais tout ce qui les intéresse, c'est d'être président. Pour mieux servir ceux qui sont de l'autre côté, alors qu'un conseiller du président est plus puissant qu'un président, parce qu'il change des choses. Il a une vision. Un ministre est plus puissant que le président, parce qu'il est dans l'action. Un président est fort parce que ses ministres travaillent. Un président est fort parce que sa politique est mise en pratique par ses ministres, par ses gouverneurs, par ses préfets, ses sous-préfets. Donc ces ministres-là, ces gouverneurs, ces préfets, sous-préfets ont plus de pouvoir que le président. Le président n'a que le pouvoir de signature et le pouvoir de surveillance, de veiller à ce que sa politique est en train d'être mise sur pied par le ministre de la police, pas le ministre de la Défense, pas le ministre de la Culture, pas le ministre du Commerce, pas le ministre des Finances. C'est ça la force d'un président. Mais dans notre pays, ils ont tout dit. Alors j'ai voulu, par cette introduction, vous présenter ce cas-là. Parce que ces gens que vous voyez là, pourquoi ça ne pouvait pas être le président angolais? La décision ne vient pas de lui, non. Parce que, souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, ou qui n'ont plus de mémoire, je ne vous en veux pas, mais je suis là aussi pour vous rappeler, c'est un fait. Quand on tue Kadhafi, Obiangema est président je pense, président de l'Union africaine. Il décide de prendre ses collègues pour aller parler avec Kadhafi. Nicolas Sarkozy, le président français, ce criminel, parce que c'est vrai, il a été condamné. Ce criminel-là, il dit à Obiangema que si vous prenez l'avion, je peux bombarder cet avion-là.
Je ne sais pas. Allez écouter la vidéo de Kofi Miam Miam. C'était un élu français noir. Il avait expliqué ça sur un plateau de télé. Je vous donne toujours les choses avec des références. Kofi Miam Miam, si je retrouve la vidéo, je vais partager avec vous. Bien, Kofi Miam Miam avait dit que quand Obiangema décide d'aller rencontrer Kadhafi avant sa mort, avec d'autres présidents, il a une fonction à l'Union africaine en ce moment-là. C'était lui qui était aux manettes. Nicolas Sarkozy lui dit, si vous tentez de prendre le vol, un avion, je vais bombarder cet avion-là. Personne ne veut mourir comme ça. Obiangema n'a pas bougé avec les autres. Alors vous croyez qu'ils ne sont pas capables d'aller parler à leurs propres frères, n'est-ce pas, en Libye. Mais ils sont capables de venir dire à Lingema de libérer Ali Bongo et sa famille. Vous voyez un peu? Ils ne sont pas capables de parler à leurs propres frères, de se réunir autour de leurs frères pour qu'ils ne soient pas assassinés. Mais vous croyez que c'est libérer Ali Bongo et sa famille qui seront capables, parce que ce ne sont pas ceux-là. Ce ne sont pas eux qui l'ont fait enfermer. Il fallait le faire enfermer pour démontrer que celui qui arrive est capable de faire le job. Pour cela, il fallait détourner l'attention du peuple pour dire voilà, il faut mettre la main là. Voici l'argent qu'on a attrapé dans les maisons. Vous avez faim, vous avez soif, vous avez tous les problèmes. Voici ceux qui volent de l'argent. La France décidait donc, dans la préparation du coup d'État ou du coup de force, comme certains l'ont appelé, il fallait donc faire ce coup-là, rendre ça public, attraper émotionnellement le peuple gabonais, montrer qu'on peut arrêter Sylvie Bongo, on peut arrêter son fils, on peut arrêter le président et vous présenter de l'argent. C'était juste pour un temps, pour émotionnellement nous noyer. Vous noyer. Ça a été fait. Ils sont là dans le processus de ce qu'ils ont programmé. Très rapidement. Alors quand ils ont fini de le faire, la politique française dit il faut se battre par tous les moyens diplomatiques, voire même clandestins, pour libérer tout Français emprisonnés à l'extérieur. Les élus français ont fait libérer certains Français emprisonnés. Ils ont pris des hélicoptères, des bateaux pour aller libérer des Français prisonniers dans des pays étrangers. Donc, dans le cas de Sylvia Bongo, elle a l'argent, il faut payer la diplomatie. Elle n'était pas comme Thierry Atangana qui a fait 17 ans de prison. Vous voyez un peu de 2 poids, 2 mesures. Thierry Atangana a fait 17 ans de prison au Cameroun, sous l'ordre de la France, parce que les ambassadeurs français étaient payés pour qu'ils fassent la prison, parce qu'on voulait nuire à quelqu'un qui voulait être candidat à la présidence de la République, dont Edouard Titus. Thierry Atangana a fait 17 ans de prison. Là, la même France, il y a de l'argent en jeu, beaucoup de milliards que vous avez vus. Elle va repartir avec tous ces milliards que vous avez vus là, parce qu'on ne peut pas les garder. Personne n'a le pouvoir au Gabon de garder les 1 centime de cette femme-là. Parce qu'elle était en mission, elle a fait sa mission, il faut aller servir ailleurs. On la libère Bongo, on libère son fils, on libère l'argent. Ok, allez de l'autre côté, on recommence. Et si celui-ci qui est là en ce moment ne fait pas attention, il finira pareil. Ce n'est pas une malédiction, c'est le choix de ceux-là qui ont choisi de mourir comme ça. Et je ne veux donc pas que M. Paul Biya soit victime ou complète la liste de ce comportement-là. Il a été décevant en tant que président. Alors nous accepter que bien qu'il ait été décevant en tant que président, que des comportements comme ça continuent de perdurer dans notre continent, c'est-à-dire que des présidents qui vivent, ils finissent de servir, son corps se retrouve au Maroc, son corps se retrouve en France, son corps se retrouve quelque part, il se retrouve en exil dans son pays. Non, je ne vais pas accepter ça. Le président Biya a échoué en tant que président. Mais je vous le rappellerai toujours, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, mais en tant que père, c'est moi qui ai échoué à la mission qui m'a été assignée par le président. C'est vous, c'est nous qui avons échoué. Alors il faut donc mettre un terme à ça. Nous avons déjà un président enterré à l'extérieur, par toujours les faits de la France. Amadou Ahidjo, et en ce moment, je ne dirai jamais assez merci au peuple du Sénégal, à tous les présidents sénégalais successifs qui ont toujours bien entretenu nos parents qui sont là-bas, et les Camerounais qui sont à l'école, et les Camerounais qui ont immigré là-bas, et la famille présidentielle qui y vit là-bas. Notre première dame, Germaine Ahidjo, elle est enterrée là-bas. Notre premier président, Amadou Ahidjo, est enterré là-bas. Nous avons donc déjà payé un grand prix avec ces comportements. Il faut qu'on mette fin à ça, et très rapidement. Et je compte sur vous, et sur chacun d'entre vous, pour que ce comportement ne se répète plus. Paul Biya
Amadou Ahidjo doit être le dernier président camerounais à aller mourir à l'extérieur avec le concours du président qui a été son remplaçant ou pas. Ça ne devrait plus jamais se répéter. La Troisième République doit réformer tout ça. Aucun Camerounais ne doit fuir son pays, ne doit abandonner son pays ou interdire d'entrer dans son pays parce qu'il n'est pas d'accord avec le régime en place. Et nous mourrons comme ça à l'extérieur. C'est mon cas. 32 ans. Je n'ai tué personne. Parce que j'ai dit à Biya, au président Biya, ce qui arrive aujourd'hui, je le lui dis depuis 32 ans. Monsieur le Président, voici ce qui va arriver. Voici ce qui se passe. Voici ce que nous pouvons faire. Voici le nom des responsables. Et voici comment ils ont fait pour en arriver là. Il faut les sanctionner pour que ça ne se propage pas partout. C'est ça qui m'a fait quitter le Cameroun. Ça fait 32 ans. Je suis militaire de formation. Tireur d'élite. Un garçon extrêmement intelligent. Je le suis parce que ne vous dites de ne pas reconnaître ce que vous êtes. C'est avoir le mépris pour Dieu. Loin de l'arrogance, loin de la prétention. Toutes les créatures de Dieu sont intelligentes. Alors reconnaissez-le. Vous êtes intelligent. Je le suis. La preuve en est que je suis obligé d'être à l'extérieur pour servir les autres. Donc, j'ai voulu donc échanger avec vous pour vous démontrer ce qui se passe dans notre pays. Que cela ne se passe plus dans notre pays. Qu'Amadou Ahidjo soit le dernier. Que les politiciens, les enfants ne viennent pas remplir des listes ici pour demander l'asile. Nous allons chercher ailleurs ce que nous avons en abondance dans nos pays respectifs. Nos présidents, nos ministres fuient, se retrouvent en prison parce que les étrangers demandent que mettez-le en prison, tuez-le en prison parce qu'ils essaient d'ouvrir les yeux au président. Et ce comportement-là deviennent la norme. On tue pour faire plaisir à l'étranger, pour le pouvoir. Et quand tu as fini de tuer, toi-même on te tue. Comme ils ont fait avec Bongo, comme ils ont fait avec Idriss Déby, comme ils ont fait avec Mobutu, comme ils font avec Blaise Compaoré aujourd'hui en exil, comme ils ont fait avec tous les présidents qui sont morts. Toujours la même doctrine, tuer les nôtres. Alors Amadou Ahidjo, en ce qui concerne le Cameroun, il va rentrer dans notre pays. Et qu'il soit le dernier à être parti comme ça, et mourir à l'extérieur pour faire plaisir aux étrangers. Alors, la prochaine vidéo que je vais échanger avec vous, c'est la vidéo d'un enfant de Moyomo Sala qui parle des hôpitaux dans le village du président qu'il n'y en a pas. Et les gens font des documents pour aller s'endetter avec le nom du président. C'est pour ça que je vous ai dit au début que nous sommes dirigés par des satanistes qui ont été formatés pour tuer, détruire les vies, et dans tous les domaines. Hein. Il y a ce que vous avez vu, les produits frelatés qu'on en trouve au Cameroun un peu partout. Tout est frelaté au Cameroun. On s'auto-empoisonne, comme je vous le dis tous les jours. Ce n'est pas seulement parce que vivre heureux et mourir jeune. On tue le père, on tue la mère, on tue la femme, on tue les fils, on viole, on sodomise. Ça devient le sodomifion familial. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les commerçants. Il y a aussi les hommes d'affaires. Il y a aussi nos propres compatriotes. Tout est empoisonné au Cameroun. Je vous en parle tous les jours. Et pour se retrouver dans des hôpitaux que nous n'avons pas. Alors ce compatriote a voulu relever quelque chose. Il s'adresse au ministre de la Santé, un autre sataniste. Vous allez comprendre. Écoutez et regardez. L'hôpital de Moyomo Sala, c'est une case. Depuis 8 ans, vous cherchez le financement pour aller construire l'hôpital chez le président. Je comprends que c'est une moquerie. Ils ont les décrets, ils ont tout du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'ils font pour défendre le président? C'est le moquerie en un point fini. Je suis Raymond Bamakamba, directeur de publication, patron de presse, le reporter hebdo, le reporter sport, le reporter magazine, imprimerie le reporter, Félix Design. Je suis citoyen, je suis natif de l'arrondissement de Moyomo Sala. Alors, pourquoi vous êtes réunis ici aujourd'hui? Vous êtes réunis parce que j'ai fait une sortie dans mon compte Facebook suite à l'acte de transformation du ministre de la Santé par un arrêté, transformer ce qu'il appelle hôpital de district de Mvomoka en hôpital annexe régional. Moi, j'ai trouvé cela comme une moquerie parce que je suis déjà citoyen camerounais.
Et Moyome Sala, c'est mon arrondissement. Et j'ai trouvé cela comme une moquerie. L'hôpital de Moyome Sala, parce que quand vous entendez Moyome Sala, ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, ils peuvent croire, après l'acte du ministre de la Santé, que cet hôpital vraiment s'est construit dans un building, dans des bâtiments. Mais ceux qui ne connaissent pas, je suis obligé de vous dire la vérité. L'hôpital de Moyome Sala, c'est une case. Ce n'est pas un hôpital, c'est une case. Je dirais même un centre de santé. Et pour moi, avant de transformer quelque chose, comme il a fait, on doit d'abord équiper le plateau technique. Je crois que c'est ça la démarche. Comme il a fait ailleurs, nous sommes les journalistes, on fait de l'investigation, on connaît ce qui s'est passé, comment il a fait pour équiper. Il n'a pas besoin de cacher, le ministre Malachi, il n'a pas besoin. Ce qu'il a fait chez lui, dans sa localité qui est Mokolo, dans le village de sa mère, qui a également l'hôpital de district, nous connaissons ce qu'il a fait là-bas. Nous connaissons le plateau technique. Nous connaissons le nombre de médecins dans ces hôpitaux-là. Mais allez voir, en Bomaka, à Moyome Sala. C'est bien beau, Moyokolo c'est le Cameroun. Mais Moyome Sala également c'est le Cameroun. Comment faire, comment comprendre que depuis 8 ans que Malachi est ministre de la Santé, l'hôpital, ce qu'il appelle l'hôpital de district, a un médecin. Je dis bien un médecin et 2 infirmiers. Est-ce concevable? Cet hôpital n'a pas de plateau technique. Quand je dis plateau technique, il n'y a pas un bloc opératoire, il n'y a pas de pharmacie, la morgue est dégueulasse, on ne peut pas faire une radio, un examen de radio à Moyome Sala, on ne peut pas faire un examen de scanner, ça n'existe pas. Suivant dans son arrêté là, j'ai dit, mais ça c'est une moquerie, on ne peut pas venir se moquer du président comme ça. Celui qui a fait de toi ministre, jeune ministre. Donc ce que toi tu trouves à faire, c'est de prendre un acte et dire que c'est à travers cet acte que tu vas chercher les financements pour mieux construire l'hôpital chez le président. Depuis 8 ans, vous cherchez le financement pour le faire. Depuis 8 ans, vous cherchez le financement pour aller construire l'hôpital chez le président. Je comprends que c'est une moquerie. Quand vous voyez comment ces gens disent qu'ils aiment le président, on constate qu'ils sont dans l'esbrouf, qui n'aiment pas véritablement le président. Moi, je ne peux pas me taire. Je suis un journaliste d'investigation. Nous devons dénoncer les maux qui minent notre pays. Et je le ferai. Et personne ne pourra fermer ma bouche. Je voudrais demander, vous le savez, vous tous, j'étais responsable de la communication à l'hôpital de référence de Sambalima. Le ministre de la Santé a reçu mon ancien patron, l'hôpital de référence de Sambalima. Je crois qu'il y a cela 2 jours. Il a reçu à 11 h. Lors de l'audience, le ministre était assisté du DRH, le directeur des affaires des ressources humaines. Et lors de l'entretien avec mon ancien employeur, mon ancien boss, que je salue au passage, je n'ai pas de problème. Quand je quitte l'hôpital de référence de Sama, je n'ai pas de problème avec le professeur Noir. C'est un monsieur sympa, un monsieur bien. Et en si peu de temps, en 3 ans que j'ai passé à l'hôpital de référence, vous avez vu le travail abattu que nous avons effectué ensemble. Parce que vous, les hommes de médias, vous m'avez accompagné. On a pris un hôpital où un médecin n'arrivait pas à avoir 2 patients par jour. À l'heure où je vous parle, à l'hôpital de référence de Sambalima, un médecin peut avoir 15-20 patients par jour. Ils sont parfois submergés. Ça, c'est grâce à la communication, grâce au travail que nous avons battu en si peu de temps. Vers 11 h, il reçoit le professeur Noir. Il intime l'ordre. Il dit au professeur Noir qu'il ne peut pas accepter que celui qui travaille dans son hôpital, il utilise le mot son hôpital. Donc, c'est l'hôpital à lui, que lui l'a construit. C'est l'hôpital de ses parents. Donc, il dit au professeur qu'il ne peut pas accepter que quelqu'un qui travaille dans son hôpital l'insulte et que le professeur doit me licencier et qu'il doit cesser toute collaboration avec moi.
Moi, ayant eu l'information, j'ai dit, bon, en attendant que vous allez faire vos chronotes, moi, je vais faire également, je vais informer mes amis, ceux qui me suivent au quotidien, parce que ce que je fais aujourd'hui, je suis obligé de clarifier ma situation. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui me font confiance, et il faut que je leur explique pourquoi je suis parti. Et pour que demain, on ne me colle pas une histoire que je ne connais pas. C'est ainsi que le professeur fait dans la note, il me notifie. J'étais à Samuel hier, j'ai récupéré ma note qui me décharge, là voici. J'ai récupéré tous mes effets qui étaient dans mon bureau que j'utilisais. J'ai pris la route, je suis rentré. Je voudrais déjà vous faire savoir que c'est plus fort, hein, parce que vous voyez ce premier degré. Celui qui dit qu'il aime le président Paul Biya, il trouve un natif qui fait du bon travail, qui améliore l'image de marque de l'hôpital de référence de Saint-Mammès. Il met les pressions pour qu'on enlève le natif. Je ne sais pas si ça peut se faire, si le même scénario peut se passer chez eux là-bas. Je ne sais pas si le même scénario peut se passer là-bas. Mais il était obligé d'amadouer tout ce qu'il a amadoué. Ils ont succombé et puis c'est passé. Donc je voudrais vous dire que je reste journaliste. Je suis loyal et fidèle envers cet homme. Ce monsieur-ci. Je suis loyal et fidèle. Quand il s'agit du président Paul Biya, qui est ma raison d'être, peut-être qu'il n'est pas leur raison d'être, qui est ma raison d'être, je ne m'amuse pas. Déjà, ces gens, ils ont les décrets, ils ont tout du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'ils font pour défendre le président? C'est les moqueries en un point fini. C'est des moqueries en un point fini. Donc, je voudrais vous rassurer que je suis un journaliste. Je ne fermerai point ma bouche. Je vais toujours dénoncer. Et comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, nous allons faire le journalisme. Ça veut dire que nous n'allons plus cacher, nous n'allons plus camoufler. Comme vous avez dit que vous nous appelez à fermer nos bouches, parce que ce que nous devons comprendre au Cameroun, c'est que on doit fermer les bouches, on ne doit pas dénoncer. On doit mettre la bétadine, on doit faire ce que les gens de l'entretien routier appellent l'entretien confortatif. C'est ce que nous devons faire au Cameroun. Ça veut dire les pansements. Donc dès que tu vois quelque chose, tu fais l'entretien confortatif. Non, ça ne passera pas chez moi. Je vais toujours dénoncer, je vais toujours dire la vérité. Et ma ligne éditoriale ne changera point. C'est pour ça que je vous ai appelé aujourd'hui. Et je voulais vous dire, moi je n'ai pas le problème de personne. Je défends mon pays, je défends ma région et je défends mon arrondissement. Les gens ne peuvent pas venir se moquer de nous. Et puis, pour leurs beaux yeux, comme ils sont mignons et beaux, on doit faire l'entretien confortatif, faire du pansement, comme si de rien n'était. Non, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas chez moi. Le ministre de la Santé me demande de faire l'entretien confortatif, de faire le pansement, de fermer ma bouche et de ne plus dénoncer. C'est ce qu'il me demande. Hein? Moi, je m'attendais qu'on dise que, bon, monsieur le directeur de publication, ce que vous avez dit est totalement faux. Et voici les éléments de langage. Et, bon, ce qu'ils ont plutôt fait, c'est l'intimidation, comme ils le font, comme ils font à tout le monde. Et je voudrais savoir également, ils m'ont limogé de l'hôpital de référence de Sambelima. J'espère qu'ils ne m'ont pas fermé la bouche également. Et quelle est la prochaine étape? C'est m'assassiner comme Martinez Zogo. Parce que quand on commence déjà à museler un journaliste, la prochaine étape c'est le tuer pour qu'il ne parle plus. Voilà tout ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci aux confrères d'avoir honoré à mon rendez-vous. Bien, voilà un fils de Moyomo Sala, un fils du Sud, qui se plaint qu'il n'y a pas d'hôpitaux de référence dans la région natale du président de la République du Cameroun, après 42 ans. Il vous parle d'un dispensaire, d'un docteur et deux infirmiers. Comme vous l'avez suivi, il dit à partir de maintenant, on ne va plus couvrir les choses. Ça veut dire qu'avant, il couvrait. Je ne sais pas pourquoi il vient nous dire ça ici, aujourd'hui et maintenant. C'est parce qu'il a été chassé. C'est parce qu'il a été chassé qu'il vient parler aujourd'hui. Il n'a pas dit ça l'année dernière. Alors que c'est un enfant qui gagne des marchés à Moyomo Sala. Il est journaliste. Il doit dire la vérité au président.
Moi, je ne connaissais pas que dans le village du président, il y a un dispensaire. Je croyais qu'il y avait un hôpital de référence. Pourquoi dit-il ça au président aujourd'hui? Pourquoi vient-il dénoncer aujourd'hui? Il vous explique que le ministre Manaouda Malachi a organisé une réunion dans son bureau, dans le bureau du directeur de l'hôpital, là où ce journaliste était chargé de communication, pour demander son départ. Et il est parti. C'est pour ça qu'il vient parler aujourd'hui. Alors c'est ça le problème avec nous. C'est donc ça le problème. Quand tu as le ventre plein, tu ne parles pas. Dès qu'on t'enlève dans la mangeoire, tu deviens bavard. Il faut parler, il faut réunir les gens pour dire voilà qu'on est en train de tuer. Qui d'entre vous connaissait en dehors des boulots, de la région du Sud, qui savait que ce monsieur-là travaillait là-bas et qui connaissait qu'il y a un hôpital, un dispensaire, qu'il y a un docteur et 2 infirmiers? Qui connaissait ça? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors, ce monsieur-là ne nous a jamais pris à témoin. Quand tu fais une publication, c'est pour qui? Il aurait pu prendre tous les gens que vous avez vus autour de cette table-là et parler avec eux au village. Ça veut dire qu'il s'agresse à nous. Venez-moi en aide. Manaouda Malachi est en train de m'éliminer. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Où étais-tu depuis? Pourquoi n'as-tu pas dit ça au président depuis? Pourquoi attends-tu quand le président n'a plus toutes ses facultés? Pourquoi attends-tu maintenant pour parler? Parce que toi, on t'a enlevé. On t'a enlevé la mangeoire, là où tu étais. Alors que tout le monde connaît que ce compatriote, je salue le fait qu'il vienne parler, il n'est jamais trop tard. Il faut toujours respecter le courage de quelqu'un. Alors, ça me permet de vous démontrer ce que nous avons été aux côtés du président. Ce que nous avons été aux côtés du peuple camerounais. Quand toi, tu peux en tirer profit, tu n'en parles pas. C'est ce que je vous disais ici tout récemment. Oui, monsieur, c'est ça. Le satanisme a plusieurs spécialités. Je suis journaliste et je me tais à partir du moment où je peux dénoncer seulement là où je n'ai pas de dividendes. En ce moment-là, je dénonce. Mais là où je peux avoir des dividendes, je ne dénonce pas. Je commence à dénoncer quand on m'a enlevé la mangeoire. Je commence à dénoncer pour faire plaisir à mon chef ou faire plaisir à ceux qui m'emploient. Mais une fois je suis persécuté moi-même, je deviens alors celui-là qui commence à dénoncer que dans le village du président, vous pouvez imaginer ça, il n'y a pas un hôpital de référence. C'est un dispensaire avec un médecin et 2 infirmiers. Voilà à quoi nous, les petits Benanga, nous avons servi au président et au peuple camerounais. Voilà pourquoi nous, peuple camerounais, toutes les régions représentées, voilà comment nous avons servi. On va parler du parti au pouvoir. Parce qu'on n'est pas du parti au pouvoir, on est de l'opposition et on est de l'Ouest. On va tout dire, on dit. Pendant ce temps, on a une usine qui fait la fausse boisson de l'autre côté à Bafoussam. On a une usine qui fabrique la fausse bière à l'Ouest. On va parler en mal de l'Ouest, de mes frères de l'Ouest et de l'opposition. Parce qu'on est du Sud, on gagne des marchés en ce moment, ou on ne gagne pas de marché en ce moment-là. On a une usine de l'autre côté en Komtou, à Okola, à Obala, l'usine de Bédé Kaka, à Yaoundé. On a une société de Lecoq aux urines. On a des usines qui fabriquent le faux vin, les œufs qui sont pourris, qui ne sont pas vrais, fabriqués par des Chinois au Cameroun. On a la banane qu'on a injecté le formol, ça se vend. Ce n'est pas Paul Biya, c'est nous. Ça, c'est une autre forme du satanisme. Quel est le but? Le but de ces gens-là, c'est toujours de tuer l'autre. Tuer l'autre, c'est de le dégarnir de tout ce qui lui est cher. Qu'est-ce qui lui est cher? La vie. Point final. Et ce comportement que vous voyez là, on le retrouve dans tous les domaines au Cameroun, y compris le domaine religieux. On tue, on viole, on détruit les familles. On abuse les femmes des gens, les prêtres, les pasteurs. Donc le comportement que vous avez vu ce jeune garçon-là imprimer et s'expliquer, c'est un comportement qu'on trouve partout. Voilà donc comment Paul Biya a été noyé. Je ne veux pas ici dédouaner donc Edmeron, sa responsabilité et sa comptabilité de tout ce qui se passe. Mais je veux ici que chacun d'entre nous reconnaisse sa propre responsabilité. Comme moi, je reconnais ma responsabilité. Celui-là vient vous démontrer sa responsabilité.
Chacun d'entre nous a une responsabilité. Celle-là qui vient vendre des bonbons empoisonnés à la drogue aux enfants a une responsabilité. Alors d'où vient cette responsabilité-là? Elle part d'un laxisme, elle part de la corruption, elle part de la part du gain, la volonté de se faire beaucoup d'argent, la volonté de se faire de l'argent en tuant l'autre. Alors quand on dit que des ministres ont tué leurs enfants, ont tué leurs femmes, ont tué leurs épouses, ont tué leurs filles, pourquoi? Pour le pouvoir. Vous vous tuez ici en bas, pourquoi? Pour l'argent. Pour vous-même mourir demain. Parce que ce que vous vendez là, le poison que vous empoisonnez là, vous empoisonnez des gens qui vont consommer. Vous ne savez pas ce que ça a fait dans leur corps, qui vont aller coucher avec vos enfants dehors, transmettre des maladies qui ont été provoquées par ce que vous avez vendu. C'est Paul Biya qui portera la casquette. C'est Paul Biya qui est mauvais. Tu ne sais pas qu'à ton niveau, tu es président de la République, tu es médecin, tu es gendarme, tu es collègue, tu es gouverneur dans ce que tu es en train de vendre. Tu es tueur, au même titre que Atangandi, qui tue avec des armes. Tu es tueur, au même titre que Manaouda Malachi, qui tue en empoisonnant dans les hôpitaux, en volant des bébés dans les hôpitaux. Tu es tueur, au même titre que Bargomboua, en vendant la tomate, une fausse tomate, en étant gérant d'une boîte de nuit, en vendant le vin frelaté. Tu es criminel au même titre que Boko Haram, au même titre que ceux qui tuent dans le Grand Nord, au même titre que ceux qui tuent dans le Nozo. Tu es criminel au même titre que le général Claude Meka. Dans son laxisme, dans son imposture, tu es criminel au même titre que le général Semengue. Alors, je voudrais vous parler de ça ici, pour vous dire, le satanisme qui a pris corps au Cameroun a plusieurs tentacules, a plusieurs branches. C'est de ça que je vais parler avec vous ici, dans la partie qui va suivre. Parce que là, je voulais vous faire une introduction pour vous dire ce que vous représentez dans vos comportements de tous les jours. Et dans vos comportements de chaque minute, et à l'intérieur de vos familles, et dans nos comportements, et dans vos comportements de tous les jours, dans vos entreprises, dans vos familles, dans vos sociétés, dans votre taxi, dans votre quartier, dans votre village, dans vos couples, dans vos foyers, dans nos familles.